Félicia, avez-vous frôlé la mort? Comment? Félicia demande si vous avez frôlé la mort vous-même. Moi-même, je n'ai pas frôlé la mort, mais j'ai vu autour de moi des scènes terribles comme ça. Loïc, est-ce qu'il y avait des possibilités de fuir dans le camp? Est-ce qu'il y avait des possibilités de fuir? C'était très difficile, surtout à Ravensbrück, tu vois. À Ravensbrück, je ne crois pas qu'il y ait... Il fallait absolument des complicités, il fallait arriver à sortir du camp d'une certaine façon. Il fallait aussi connaître la langue allemande, bien comme il faut, hein. Parce que sortir du camp avec un vêtement comme ça, on est tout de suite repéré. Et puis si on ne connaît pas à fond la langue allemande, et après pour parler, pour demander quoi que ce soit, c'est presque impossible. Mais je vais te raconter quand même quelque chose, parce que je ne suis pas toujours restée à Ravensbrück. Je suis allée après dans un autre camp. Et dans cet autre camp, qui était un plus petit camp, qui était un camp où on nous faisait travailler avec beaucoup de sévérité, dans ce petit camp, j'ai eu une amie qui a trouvé le moyen de s'évader. Mais c'était une amie qui connaissait bien l'allemand et qui a usé de supercherie en se faisant porter malade. Elle a été envoyée dans un hôpital à 3 ou 4 kilomètres. Et dans cet hôpital, il y a eu une complicité avec des prisonniers français. Et elle a pu s'évader. Mais elle est restée quand même en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre, parce qu'elle ne pouvait pas revenir en France. Mais elle a pu s'évader quand même du camp. Mais c'était absolument très rare. Il y a une petite main qui se lève là-bas. Gaëtan donc pose la question de savoir si vous avez vu des gens mourir devant vous. J'ai vu des gens mourir devant moi. J'ai vu surtout... C'est toujours une scène qui m'est très difficile à raconter, surtout devant des enfants. Quand j'étais dans ce petit camp, après Ravensbrück, nous étions souvent pris pour des corvées. C'est-à-dire, en dehors du travail que nous faisions tout le long de la semaine, le dimanche matin, nous étions astreintes à des corvées. Ce dimanche matin, qui était le 5 mars 1945, une vingtaine de nous sont prises pour une corvée. On nous emmène à une gare qui était à 5 km du camp. Toujours, on ne nous disait pas ce qu'on allait faire. Il fallait obéir sans demander pourquoi. Arrivé à cette gare, on ouvre les wagons. Et dans ces wagons, il y avait des mourantes et des mortes. Il y avait 3 wagons remplis de femmes mortes et mourantes. Les mourantes, quand elles ont vu la porte ouverte, se sont jetées sur nous, se sont jetées sur la neige, parce qu'il y avait encore de la neige dans cette région-là à ce moment-là, ont pris la neige à pleines mains pour la manger. Elles étaient en haillons complètement, elles sentaient mauvais, elles étaient pleines d'excréments, pleines de poux, pleines de déchets, enfin. Elles étaient... Et on a dû, puisqu'on était une vingtaine qui avait été prise pour la corvée, on a dû prendre les mourantes et les mortes. Les mourantes, on a essayé de les ramener au camp. Les mourantes, on les a mis sur des charrettes à bras qu'on nous avait fait emmener. Et vous voyez toutes les mortes entassées sur des charrettes à bras, on a dû les ramener au camp. Et là, une autre équipe de déportés a creusé des fosses pour mettre toutes ces mourantes. Vous voyez que j'ai été confrontée quand même à des scènes terribles dans ce petit camp qui était pourtant moins dur que le camp de Ravensbrück. Alors Sarah demande à qui pensiez-vous au camp? À qui je pensais au camp? Je pensais beaucoup à ma famille, je pensais beaucoup à mon frère parce que je ne savais pas quand je suis partie ce qu'il était advenu de lui. Je ne l'ai su que
vers la fin de 1944, c'est-à-dire beaucoup plus de 6 mois après, j'ai su qu'il avait été arrêté. Mais j'avais très peur quand même que, du fait de mon arrestation, il ait été arrêté après. Hein. Et comme lui, il avait un rôle important, je me disais, s'il est arrêté, il risque d'être fusillé. D'ailleurs, il a frôlé de près la mort à ce moment-là, lui aussi, quand il a été arrêté. Je pensais à mes parents, beaucoup, mais j'évitais de penser trop à mes parents. Parce qu'à chaque fois, les larmes me venaient aux yeux. Donc, il ne fallait pas trop penser à ce qu'on avait laissé en France. Alors, quand on ne travaillait pas, ce qui était quand même, qui nous occupait beaucoup, on essayait de se distraire entre nous, soit en se rappelant quelques chansons, quelques bons moments de la vie que nous avions en France, en se récitant des poèmes, où il y en avait qui étaient absolument obnubilés par la cuisine, par manger, et qui n'arrêtaient pas de se réciter des recettes de cuisine. Ça, c'était... beaucoup d'entre nous se racontaient des recettes de cuisine. Mais de penser trop à la famille, ça nous faisait très mal. Sinon, quelles ont été vos impressions à votre arrivée dans ce camp de la mort? Simon donc demande quelles étaient vos impressions à votre arrivée. À mon arrivée, l'impression déjà d'être libérée a été énorme. Parce que les derniers mois, nous nous demandions bien ce que nous allions devenir. Je ne sais pas si c'est difficile d'imaginer pour vous. Nous sommes dans un camp, là, au milieu de l'Allemagne. Loin, nous n'avions pas de nouvelles que ce qu'on pouvait décrocher comme ça par les uns et les autres, mais des nouvelles, bien souvent, c'était, comme on disait, des bobards, c'était pas vrai, c'était plus ou moins exagéré. Et les derniers mois, nous entendions quand même, nous avions quand même une idée que l'armée des Alliés avançait vers nous, que les Russes, de l'autre côté, avançaient vers nous. Et le dernier mois, à partir du début d'avril 1945, nous avions entendu la canonnade. Nous étions rendus compte aussi qu'il y avait des bombardements autour de nous. La petite ville qui était tout près de la nôtre a été bombardée. Donc nous savions quand même que l'armée française, l'armée des Alliés, les Russes, tout ça avançait vers nous. Mais nous nous disions, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, hein, dans ces camps-là, dans l'état que nous sommes? Est-ce qu'ils vont pas nous exterminer à la fin? Nous étions tellement dans un état épouvantable de maigreur et de saleté, de couverte de vermine. Nous étions arrivés à être comme ça. Et à ce moment-là, ils ont fait quelques convois à partir de notre camp qui sont partis, on ne savait pas pour où. Dans le courant d'avril 1945, ils ont fait quelques convois qui partaient. 200 femmes, 300 femmes qui partaient sur les routes comme ça. Où partaient-elles? On ne savait pas. J'ai fait partie d'un groupe d'environ 500 femmes qui sont parties aussi à un certain moment, vers le 25 avril. On nous a emmenés vers le sud. On ne savait toujours pas, parce que je vous dis, on ne pouvait pas poser aucune question à ceux qui nous gardaient. Si on posait des questions, on nous renvoyait une gifle ou on nous renvoyait un coup de badine. Hein. On ne pouvait pas poser de questions. Donc environ mon groupe de 500 femmes part sur les routes et nous marchons dans la montagne, parce qu'à côté du camp, il y avait les collines de Tchécoslovaquie, là, des collines du Sud-Est qui se trouvaient être là. Nous traversons en partie ces collines pendant quelques jours. Et puis, on voyait tout le long du chemin des gens qui étaient qui évacuaient, des gens qui s'évacuaient de leur maison, des soldats allemands. On apercevait des soldats allemands qui étaient un petit peu... qui n'étaient plus du tout dans la façon dont on les avait connus, c'est-à-dire rigides et bien droits, et ils étaient sales, ils étaient dépenaillés, ils étaient tout dépareillés. Enfin, on sentait que c'était la débâcle. Pour les Allemands, c'était complètement la retraite. Et nous entendions toujours cette canonnade autour de nous.
Si bien qu'au bout de 3 ou 4 jours, on nous a fait revenir au camp. Parce que d'un côté, il y avait les Russes qui avançaient, de l'autre côté, il y avait les soldats alliés anglais et français et américains, puisque l'Amérique s'était aussi s'était mis avec nous. Tout ça, ça avançait vers nous et nous nous trouvions dans une poche complètement... on ne pouvait plus avancer. Alors on nous a ramenés à ce moment-là au camp. Et 8 jours après, enfin 8 jours ou 15 jours après, non 8 jours après, ça a été la libération du camp. Nous avons vu arriver à notre camp des soldats américains, non c'était des Canadiens, enfin américains-canadiens, tout ça c'est pareil, 2 tanks qui sont arrivés. Et à ce moment-là, vous pensez que les quelques soldats allemands qui nous gardaient ont été faits prisonniers, bien entendu. Et ça a été la libération pour nous. Chose merveilleuse qu'on n'espérait pas se faire aussi facilement, si on peut le dire. Donc c'était pour nous, ça a été la joie. Une partie d'entre nous a été évacuée en avion, et l'autre partie de tout ce qui était des Françaises, tout au moins, nous sommes partis en train, environ 15 jours après. Et je suis rentrée à Nantes vers le 20 mai 1945. Ça demandait du temps, ça demandait plus de 3 jours pour revenir de là-bas en train, mais nous n'avions pas les portes blindées, fermées, nous avions les portes ouvertes de notre wagon, et nous pouvions au moins descendre du wagon quand nous en avions envie, quand c'était possible. Et quand je suis arrivée sur le quai de la gare de Nantes, j'ai eu la grande joie d'y voir mon frère, qui lui avait été arrêté 3 mois après moi, mais était revenu avant moi, parce que lui-même il a été arrêté quand même le 20 juin 1944, c'est-à-dire après le débarquement allié. Il a été torturé, il a été mis au secret pendant 6 semaines, les chaînes aux pieds, dans la prison d'Angers. Il a été arrêté à Angers. Et puis il a été embarqué après au mois d'août, au dernier moment, puisque Paris allait être libéré, je crois que Paris a été libéré le 24 août. Il a été embarqué le 17 août dans des wagons, lui aussi, pour le camp de Buchenwald, qui est un camp de déportés où il y avait beaucoup de résistants français. Et le long du chemin, il a frôlé la mort, lui, parce que de son wagon, il y a eu des évasions. Il a été, après, pris en otage par les Allemands qui se sont rendus compte des évasions du wagon. Il y a eu 5 déportés, 5 résistants fusillés devant lui, et il faisait partie des suivants, donc il s'en est fallu de très peu qu'il ne soit fusillé, lui aussi. Bonjour, je m'appelle Quentin. Oui. Quels sont vos sentiments de retour? Mes sentiments au retour. C'était une joie immense. Surtout que j'avais cette joie de voir que mon frère était là, vivant, et de voir mes parents, de voir toute ma famille. Pour moi, ça a été une joie immense, sur le moment. Mais après, ça a été un petit peu difficile peut-être de me réadapter à la vie normale, si tu veux. Je n'avais pas... J'étais comme dans une bulle, dans un rêve, quoi, pendant un certain temps. C'était difficile d'imaginer la joie que tout le monde avait de la fin de la guerre. Moi qui avais vécu ces mois de souffrance, quoi. J'ai été déportée j'ai été arrêtée donc au mois d'avril 1944, le 3 avril, et je suis revenue le 26 mai 1945. Alors tu comptes, ça fait à peu près 16 mois. Alors, combien de personnes ont été déportées? Tu demandes pour la France? Pour la France, je crois qu'il ne faudrait peut-être pas que moi les chiffres, je ne suis pas tellement forte pour les chiffres, mais je crois qu'il y a eu un certain nombre, il y a eu environ 80 000 personnes de déportées pour motif racial, c'est-à-dire en tant que juifs. Tu sais qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils étaient de religion juive. Et il y a environ 75 000 déportés du fait de résistance et de politique aussi, je crois. Mais
moi, les chiffres, je ne suis pas très forte sur les chiffres. Et sur Nantes, nous avons été arrêtés environ 600 personnes au point de vue résistance.